ben, salut à tous et bienvenue dans le Vertical Podcast. Aujourd'hui, je suis avec François, qui est coach également. Je vais te laisser te présenter en fait tout simplement parce que tu vas le faire mieux que moi, je pense. C'est quoi un peu ton parcours de grimpeur? Depuis combien de temps tu es coach? Qu'est-ce que tu fais en tant que coach? Voilà, un peu une présentation globale et après j'axerai un peu plus s'il y a besoin de poser des questions un peu plus précises. Yes, ça marche. Eh bien, salut Léo et salut à tous les grimpeurs qui nous écoutent. Merci pour ton accueil sur le podcast. Donc, ouais, je peux me faire un petit tour effectivement là sur mon parcours pour donner un peu de contexte et montrer comment j'en suis arrivé là. Donc, moi, j'ai commencé la grimpe il y a 20 ans de ça. En gros, j'ai commencé le sport d'abord par le karaté quand j'avais 6 ans et la grimpe quand j'avais 9 ans. Ouais, ça m'a tout de suite vraiment énormément plu et je me suis orienté vers la compétition assez vite parce que bon, en Bretagne, il n'y avait pas trop de falaises et puis c'était vraiment le début de l'escalade, donc on grimpait quasiment que de la corde. Ouais, je me suis très vite orienté vers la compétition. On avait des petits clubs, des petits clubs où il n'y avait pas trop d'entraîneurs, pas trop de structure. Donc je me suis beaucoup renseigné sur l'entraînement par moi-même parce que ça me motivait vraiment de perfer en compète. J'avais un petit pan dans mon garage, j'ai bouquiné des livres de l'époque, j'ai grimpé ouais, pas mal entraîné dans mon garage, grimpé dans les petits clubs. Et puis j'avais mes parents qui me soutenaient pour m'amener un peu sur les compètes, etc. Donc c'était très intéressant. J'ai fait plusieurs fois du coup champion de Bretagne en bloc et en diff dans toutes les catégories junior, enfin de minime à senior. Et je suis allé toutes les années au championnat de France, quasiment. J'ai jamais fait de gros résultats au championnat de France, mais ça m'a quand même permis de bien progresser, bien avancer dans mon niveau. Suite à ça, j'ai assez rapidement passé le DE escalade parce que c'était vraiment ce qui me plaisait, le sport, la grimpe et tout. Et ouais, derrière, j'ai bossé dans des salles d'escalade en tant que couvreur, encadrant, un petit peu entraîneur, mais c'était surtout de l'ouverture et de l'encadrement. Donc 2 ans à Blockout Toulouse. Ensuite, j'ai fait un an de chômage où j'ai fait que grimper en extérieur. Donc j'ai fait un an en van life, surtout en Espagne, où j'ai vraiment poncé l'exté parce que c'est ça qui m'a attiré après par la suite, surtout en voie dans un premier temps. Euh, Après, ça m'a mené à bosser dans une salle de grimpe là, à Toulouse. Une salle de grimpe où j'ai continué à faire de l'ouverture. J'ai passé l'ouvreur national. Là, je me suis mis à faire un peu plus de blocs en extérieur. Euh, et ouais, à ouvrir dans pas mal de salles différentes, etc. Là, j'étais quand même bien passionné aussi par l'ouverture. À côté de la perf en escalade, quoi, c'est la recherche un petit peu du mouvement, quoi. La recherche du mouvement, essayer de créer des mouvements qui sont agréables, qui sont intéressants, qui me plaisent aussi et qui plaisent aux gens. C'était vraiment un truc qui me faisait bien kiffer. Et puis ça permet de pousser un petit peu aussi. Ouais, je pense que c'est une aide à la progression d'escalade parce que tu réfléchis vraiment à la technique, à la tactique, à tous les moyens de bouger ton corps pour faire différents mouvements. Et en parallèle de ça, donc j'ai fait pas mal de blocs en extérieur. Du coup, j'ai fait jusqu'à 8 B blocs là, à Targason. Et puis en même temps, je continue à faire de la voix, donc j'ai fait jusqu'à 8 C voix. Du coup, juste avant d'en arriver là, en parallèle du coup de tout le parcours que j'ai fait dans la progression en escalade, là, je me suis beaucoup documenté aussi sur l'entraînement, parce que ça, c'est ça qui me passionnait vraiment. Au final, progresser en escalade et puis le corps, quoi. Moi, j'aime vraiment, ouais, prendre soin de mon corps, comprendre comment il marche et l'optimiser pour la performance. C'est ça qui me fait vraiment kiffer. Donc, j'ai poncé énormément de podcasts, j'ai fait quelques petites formations en ligne. Genre, pour la petite anecdote, j'écoutais souvent des petites podcasts autour de la physiologie de l'entraînement, des trucs comme ça, là, en m'endormant, des choses, des choses un peu de geek. Et donc, naturellement, ça m'a amené aussi à vouloir transmettre tout ce que j'avais appris aux gens, surtout sur la manière de progresser en escalade et la manière de prendre soin un petit peu de son corps en parallèle. Et donc, j'ai commencé à coacher déjà pendant que je passais le 2, même un petit peu avant, là, des connaissances que j'avais ou des élèves que j'avais un petit peu dans le club. J'aurais fait des petites planifs, des choses comme ça, des potes. Et après, j'avais commencé quand je bossais à Toulouse à coacher un collègue là, de manière un petit peu plus sérieuse, mettre des petits flyers dans les salles, etc. Euh, et à faire, en gros, j'avais un format où je voyais les personnes une fois par mois, et puis je leur faisais un programme d'entraînement à côté. Donc j'ai commencé tranquillement comme ça. Et du coup, ça fait combien de temps que tu coaches? Comment tu arrives à gérer du coup en parallèle avec l'ouverture, les entraînements, etc. À quoi ça peut ressembler un peu ton organisation sur une semaine type actuellement, tu as ce genre de petits trucs. Ouais.
Mais effectivement, ouais, c'est un peu en partie à cause de ça que j'ai voulu aussi faire de l'entraînement au-delà de la passion que j'ai pour cette démarche, c'est le fait d'avoir plus de liberté et d'énergie pour aussi grimper pour moi, parce que j'ai quand même encore l'objectif de faire des perfs un peu en extérieur, notamment en EFA en voie. Et, euh, et donc l'ouverture, ça crée quand même pas mal de fatigue, même si il y a des stratégies un petit peu pour réussir à s'entraîner et progresser en tant qu'ouvreur. J'ai quand même beaucoup progressé en étant ouvreur en même temps. Il y a le fait que ça crée quand même un peu de fatigue et c'est pas l'optimal pour l'entraînement. Donc là, en gros, ça fait maintenant une bonne année et demie là que du coup je fais quasiment que ça avec de l'ouverture en indep à côté. Ça reste quand même assez occasionnel, j'en fais pas toutes les semaines. Et, et donc en gros, au niveau du rythme, le plan c'est de bosser pas mal le matin et après grimper l'après-midi, m'entraîner l'après-midi. Donc j'alterne entre phases où je me pose un petit peu, je m'entraîne physiquement, et phases où je vais en extérieur et j'essaie de concrétiser un petit peu l'entraînement sur le rocher, quoi. Que ce soit en bloc ou en diff, parce que les deux me plaisent et j'ai envie de progresser dans les deux. Un peu le lien avec peut-être ce qu'on va parler un peu plus tard, de éventuellement cycler son entraînement. Là, par exemple, de faire des cycles où tu t'entraînes un peu plus, tu es en salle, tu fais de l'ouverture, etc. Et des cycles où tu es en déplacement sur le caillou pour essayer de faire des perfs. Et moi, là, du coup, tu parlais d'ouverture. C'est vrai que c'était pas prévu d'en parler dans le podcast, mais enfin, à quel point tu penses que la fatigue générée par l'ouverture peut éventuellement empêcher de progresser en tant que grimpeur et qu'est-ce que tu as pu observer par rapport à ça, même par rapport à des collègues avec qui tu aurais pu travailler ou ce genre de choses? Ouais, c'est très intéressant comme question et j'ai déjà coaché aussi quelques personnes, quelques ouvreurs, et c'est encore le cas actuellement d'ailleurs. Du coup, ça se fait très bien de progresser en ouvrant. C'est juste qu'il y a certaines filières qui vont être plus dures à faire à évoluer que d'autres. Et qu'il faut vraiment bien s'organiser. En gros, ça va créer pas mal de fatigue physique, peut-être aussi si on ne prend pas bien soin de son corps, des tendinites, des choses comme ça, des inflammations dans le corps. Et donc, il faut vraiment réussir à bien gérer le volume. Après, voilà, chacun arrive à l'ouverture avec son niveau actuel. C'est sûr que plus tu as de la marge, mieux c'est, parce que quand tu vas caler des blocs durs, tu vas être moins fatigué. Mais, après, il y a des ouvreurs qui ont un moins bon niveau et qui peuvent quand même très bien progresser. Déjà, en ouvrant régulièrement, ça te donne des bonnes bases, un bon volume. Tu es obligé de forcer dans tes blocs et tout. Tu move par move, souvent tu ne fais pas trop d'heures d'entraînement. Par contre, là où il faut avoir très, très stratégique, c'est pour progresser en force, parce que la force, ça demande vraiment d'avoir le système nerveux frais pour pouvoir avoir des vrais gains, quoi. Et quand tu fais de l'ouverture, c'est pas évident d'avoir ce créneau où tu es vraiment frais pour pouvoir envoyer. Donc moi, ce que je faisais beaucoup, je faisais pas mal de séances de poutres, entre midi et deux, quand j'étais pas trop fatigué. Et puis après, avant d'être trop fatigué de la séance d'ouverture, quoi. Et ensuite, le week-end, là, quand j'avais pris un jour de repos, là, j'essayais vraiment de faire une séance hyper intense de force pour être sûr d'être frais. Et à côté, taquet de mobilité de renfort pour être sûr de ne pas créer des petites douleurs, des petites inflammations. Mais il faut bien s'organiser. Ouais. Ouais, Ça marche, hein, c'est sûr, mais c'est pas l'optimal. d'où l'importance de bien structurer ses séances, éventuellement faire des cycles, de l'importance du repos, etc. On va en reparler un peu après. Ça marche. Ok, bah écoute, c'était en vrai une super intro. Là, nous, dans le podcast, le but, ça va être de se focaliser un peu plus sur l'approche coaching et ce que tu as pu observer via ton expérience en tant que coach, etc. Un peu, du coup, la première grande question que j'ai envie de te poser, c'est selon toi, est-ce que tu retrouves un peu un profil type dans les personnes que tu coaches ou pas? Ou est-ce que tu coaches vraiment des personnes de un peu tous horizons qui ont commencé à grimper à n'importe quel âge, etc. Ou est-ce qu'il y a vraiment un peu un profil qui se dessine avec des problématiques plus ou moins précises? Ça, c'est un peu la première question. Ouais. Alors, si on fait un petit peu une moyenne, en gros, moi, je suis des gens vraiment de quasiment de tout niveau. Même, je crois qu'il y en a un qui est venu, il grimpait dans le 5C, quoi, au départ. De 5C jusqu'à 8B en voie et 8A bloc, on va dire. Quelques compétiteurs, mais pour l'instant, pas du très haut niveau. Et la plupart du coup, la moyenne un peu des personnes qui viennent me voir, ça va être des gens qui grimpent dans le 7, soit en voie, soit en bloc. Quand même
pas mal qui ont des objectifs tournés vers l'extérieur, parce que je communique quand même aussi régulièrement sur l'exté, sur ma page Insta. Et, et les profils que je vais retrouver un peu dans ces grimpeurs qui sont dans le set, soit c'est des gens qui grimpent depuis déjà quand même assez longtemps et qui arrivent pas qui atteignent un plateau et qui n'arrivent pas à passer le cap, surtout autour du 7B, 7C, les choses comme ça. Donc, il peut y avoir ce type de profil-là. Après, c'est des gens aussi qui peuvent grimper depuis pas très longtemps et qui ont gagné beaucoup de force, qui ont atteint un niveau 7A assez rapidement ou 7B assez rapidement, mais qu'ils ont du mal à progresser parce que techniquement, ils ont chopé un retard vu qu'ils ont vraiment axé leur développement sur la force. Et le dernier profil que je peux peut-être retrouver, que je vois assez souvent, ça va être plutôt des personnes qui grimpent justement aussi depuis assez longtemps, mais qui ont un gros déficit de force, genre qui grimpent du 7C, qui font 3 tractions, des choses comme ça. Donc à ce point-là, Et donc, carrément. ouais. Il n'y en a pas beaucoup, mais c'est plutôt 7D, quoi. 7D, 7C, ouais. Ouais, des fois, on voit des trucs, pareil, en coaching, j'ai eu des cas, des fois, où tu vois des forces doigts titanesques et des forces bras tirage qui sont pas excellentes, et en fait, tu te rends compte que la personne, limite, elle est dobée des biceps avant d'être dobée des avant-bras sur de la voie ou quoi, donc non, ça me parle, ce genre d'exemple. Et pour faire un peu le Exactement. lien, c'est quoi la plus grosse problématique commune que tu retrouves un peu, du coup, donc, dans ce profil type de, je fais un gros arrondi, grimpeur de 7, qui a des objectifs d'extérieur, qui a un gros plateau, qui éventuellement a un déséquilibre entre sa technique et son physique. C'est quoi un peu le plus gros levier que tu as pu mettre en place et que tu as identifié un peu en termes de progression pour ces personnes-là? Là, on va pas trop rentrer dans les détails, mais vraiment juste un truc un peu général où tu fais ça plus ou moins avec tout le monde et ça fait vraiment une différence en termes de progression. Ouais, repérer un petit peu vraiment, aider les personnes à repérer leurs points faibles et derrière vraiment structurer les séances pour pallier ces points faibles-là ou pour débloquer certaines organisations qu'ils ont dans leur entraînement. En fait, souvent, quand tu stagnes, c'est que tu fais toujours la même chose et que tu te remets pas trop en question. Du coup, c'est vraiment le point de vue extérieur du coach qui va t'aider à avoir du recul sur ta pratique et à vraiment changer ce que tu fais pour enlever toutes les petites erreurs, je sais pas, soit trop de volume, soit justement pas assez d'intensité, soit trop d'intensité, Et trop de volume soit des juste fois, les deux en même temps. voilà. Du coup, Et c'est vraiment un levier, c'est plutôt au niveau de la structure et d'avancer vers une direction précise plutôt que de grimper un petit peu comme ça, de se faire des petits entraînements, mais sans trop savoir gérer la quantité d'entraînement, quoi. non, mais c'est top parce que là, du coup, tu as dit deux choses qui sont hyper intéressantes. Tu as parlé de structure et tu as parlé de points faibles. Du coup, en général, je dis bien en général, c'est quoi un peu ta méthodologie en tant que coach pour identifier des points faibles? Tu peux rester un peu très général, par exemple, j'en sais rien, les points faibles techniques, tu vas le voir un peu sur le retour vidéo, tu vois, ce genre de choses. Voilà, donc en gros, la question c'est comment en tant que coach, tu arrives à identifier plus ou moins les points faibles d'un grimpeur que tu dois évaluer? Est-ce que tu as une méthodologie précise? Est-ce que ça se base beaucoup sur de l'instinct, de l'expérience ou ce genre de choses? Ouais. Bah, c'est assez classique, hein, c'est le même processus pour la plupart des coachs, je pense. Après, il y a juste un truc souvent que je fais en plus, je vais le dire juste après, mais ça va être effectivement de se baser sur au début des tests un petit peu de mobilité. Moi je demande pas mal de tests de mobilité au début, des tests de mobilité, de souplesse, des vidéos de grimpe. Donc analyse un petit peu de quelques vidéos de grimpe, j'aime bien voir ça quand même, c'est important de voir comment la personne grimpe. Et puis après des tests physiques classiques, ça va être force, endurance de force, doigts et bras, des tests un petit peu d'explosivité des jambes et du haut du corps, quelques tests. J'aime bien donner des tests de respiration aussi, ça c'est un truc qui est Je me moins, souviens de ce truc-là, moins fait. ça m'avait perturbé. Et, euh, et après, je trouve ce qui va faire, surtout en ligne, sur le coaching en ligne, ce qui va faire que tu arrives à bien déceler les points faibles des athlètes que tu suis, ou des athlètes ou des grimpeurs, c'est pas tous forcément des athlètes, mais bon. Ça va être vraiment, c'est le suivi sur le long terme avec leur retour d'expérience. Moi, c'est vraiment ça qui m'aide à orienter les entraînements parce que En fonction dès que tu orientes des l'entraînement vers un interventions. objectif précis, par exemple un bloc précis en extérieur ou un objectif, je sais pas, un peu comme toi tu avais faire, je sais pas, 8A plus sur l'équipeur, 8A plus sur l'équipeur, eh bien tu vas cibler
du coup, les personnes, elles vont essayer de faire cet objectif-là, et en essayant d'accomplir cet objectif, ou en grimpant des blocs en XT, ou des choses comme ça, elles vont remarquer aussi par elles-mêmes bah, les petits déficits qui manquent. Ça va être peut-être l'endurance de force, ou ça va être peut-être là, c'est un bloc sur arqué, il y a une arquée que tu n'arrives pas à tenir, du coup, ça va peut-être on va plutôt axer sur la force sur arqué en entraînement. Ça va être des fois aussi le dynamisme, des fois c'est des grimpeurs qui sont très en mode statique, contracté, ils remarquent dans leur escale, ils n'arrivent jamais à envoyer. Des fois ça peut être juste des micro-sensations, quoi. Sensation de gainage, tu vois, quand tu grimpes sur la kilter, tu sens que t'as ton corps tes pieds qui partent souvent. Alors que quand tu fais les tests, par exemple, la planche, la personne elle arrive à finir à 10 secondes contre le verre propre, et au final ça se transfère pas tant que ça sur le mur. Donc ça c'est vraiment des ressentis propres des grimpeurs, et du coup il faut poser les bonnes questions aux grimpeurs pour aussi analyser la manière dont eux ils se perçoivent. Ouais, via des visios aussi. Du coup, tu as un peu la batterie de test et après tu fais des visios pour en discuter. C'est comme ça que tu travailles aussi. Ouais. Ouais. Là j'ai changé un petit peu le mode que je fonctionne, mais je fais 3 ou 4 visios de groupe par semaine dans mes coachings, pour vraiment avoir des échanges sur l'entraînement et sur le retour des gens, en plus des vocales, quoi. Sur WhatsApp, j'ai ça aussi. Non, c'est cool. Et en vrai, si on fait du coup un peu le lien avec la question suivante, ce serait un peu, d'après toi, là, du coup, avec la casquette de coach, c'est quoi un peu le top 3 des erreurs les plus fréquentes que tu vois chez les personnes en général, pas forcément tes coachés à toi, mais voilà, en gros, tu te balades dans une salle où juste tu parles un peu avec des gens qui s'entraînent un peu ou des gens qui viennent te poser des questions. Selon toi, c'est quoi un peu le top 3 des erreurs que la plupart des gens font et qui pourraient être évitables facilement, tu vois, juste avec peut-être un peu une meilleure information ou ce genre de choses? Ouais, que ce soit la partie escalade ou la partie prépa physique, déjà, ça va être le manque enfin, souvent trop de volume dans les séances, quoi. Trop de volume de pas très bonne qualité. C'est un peu la classique qu'on retrouve partout. Je pense que j'apprends peut-être pas beaucoup aux gens en parlant de ça. Après, récemment, tu vois, là, j'ai eu des personnes en visio qui font ces heures-là, qui grimpent 6 fois par semaine, qui à côté, ils entraînent leur force, qui font de la poutre. Ils essaient de tout faire en même temps, en fait. C'est vraiment le fait de vouloir tout faire en même temps, trop de volume. Parce que c'est un sport qui donne vraiment envie de progresser, qui est assez addictif, et du coup, on veut souvent trop en faire. On voit plein de choses sur Internet, et donc on essaie de tout entraîner en même temps. Et ça, je pense que c'est vraiment pas le bon Un peu plan. l'erreur numéro un. Ouais. La deuxième erreur que je vois très souvent, ça va être plutôt sur le côté prépa physique. Ça va être et puis même moi aussi, j'ai fait beaucoup cette erreur. Ça va être de négliger la forme sur les mouvements qu'on va faire. Donc, par exemple, sur les tractions, c'est arrêter avec le menton qui passe pas au-dessus de la barre, ou d'avoir une épaule un peu qui rentre, ou sur les suspensions, sur les Avoir suspensions, avoir pareil. les coudes qui Par sortent. exemple, ouais. Et Ouais. aller la forme, et aller à l'échec aussi sur les séries tout le temps, quoi. Vraiment cette partie un petit peu Là, c'est négligence de la qualité sur la prépa physique. Et si je devais aborder un point que je vois aussi souvent, c'est un petit peu de manque de remise en question sur la manière de grimper un bloc sur le côté technique. Souvent, il y a beaucoup de gens quand même que je aperçois qui grimpent un peu tout seuls, et qui ont du mal à progresser techniquement parce qu'ils n'ont pas de retour extérieur sur leur manière de grimper. Et ça peut être corrigé aussi assez facilement, soit en se filmant, soit en grimpant avec des gens un peu plus expérimentés, ou même des gens de ton niveau qui sont plus à l'aise que toi dans ce style-là. Et j'ai l'impression que c'est pas beaucoup fait, qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à progresser techniquement parce que ils réfléchissent pas tant que ça, et ils mettent pas aussi l'intention et le focus sur la progression technique, quoi. C'est plus vraiment Ouais, ce que j'allais dire, il y en a beaucoup qui sont dans l'approche un peu consommation, où moi j'ai vraiment le profil type des personnes qui me disent, voilà, là je grimpe 4 fois par semaine, je vais à la salle, je fais les nouveaux secteurs, je rentre chez moi. Et vraiment c'est en mode, si j'ai fait le bloc une fois, je le refais pas, ça m'intéresse pas, je veux juste faire la croix, cocher tous les blocs de la salle. Et en fait le problème de ça, moi que je retrouve énormément, c'est que en fait la technique ça s'entraîne via la répétition. Comme tu disais, faut être curieux, faut tester d'autres méthodes ou ce genre de choses. Enfin, après il y a plein d'exercices pour progresser de manière technique, peut-être qu'on en reparlera un peu plus tard là dans le podcast. Mais ouais, je te rejoins sur cette erreur un peu technique globale, le fait de ne pas répéter les blocs, c'est un truc que je vois littéralement
presque à chaque personne qui vient en suivi, j'ai quasiment personne qui est déjà venu pour demander un suivi, où je disais, est-ce que tu as tendance à répéter les blocs sur tes séances, ou les voix, hein, d'ailleurs, peu importe le mode de pratique, et la personne disait, bah non, je fais la croix et terminé, genre je refais pas le truc, même si c'est dans du niveau facile, voilà. Donc ça, ouais, je te rejoins carrément sur cet aspect un peu technique. Et s'il y avait un troisième point, ce serait quoi un peu selon toi? Donc tu m'as dit top 1, ce serait un peu trop de volume, de mauvaise qualité, que ce soit sur la grimpe ou la prépa physique. Ensuite, vraiment cette partie technique de la grimpe en elle-même. Et s'il y avait un top 3, ce serait quoi après, du coup? Je crois qu'on en a fait 3 là. Je t'avais dit aussi tu sais, la qualité un peu du geste sur les mouvements de prépa physique là. Ouais, Ah sur un oui, grand. oui, la qualité d'exécution sur. Ok, Ouais. d'accord, ce serait un peu ton troisième point. Les séances aussi sans objectif, sans intention, tu vois ta séance Hmm. un petit peu les mains dans les poches et tu grimpes quoi. Du coup, pour la partie un peu plus conseil, là je vais reprendre un peu les points que tu as cités, et si tu peux donner juste un ou deux conseils, tu vois, à chaque fois, et peut-être là vraiment pour le coup rentrer un peu plus dans les détails, qu'est-ce que tu Ouais. dirais par exemple à quelqu'un qui a ce profil type où il va faire trop de volume, pour qu'il puisse justement corriger ça de manière assez simple, si jamais, voilà, là il écoute le podcast et il se reconnaît, il dit ah ouais, je grimpe 6 fois par semaine, là je fais n'importe quoi. euh, Qu'est-ce que tu dirais un peu concrètement à cette personne, les petites étapes à suivre pour justement un peu corriger ce défaut-là? Ouais. Alors dans un premier temps, je pense qu'il faut vraiment identifier clairement l'objectif et les points qui te font défaut dans ton escalade. Ça, c'est pas toujours évident à faire quand on est seul. Et ensuite, par rapport à ça, se focus sur vraiment la priorité que tu penses qui va te faire le plus évoluer en escalade, ou même si tu vois que tu es fort, tu es faible dans différents points, juste prendre un seul de ces points-là et te focus que sur ce point-là durant un cycle de, je sais pas, 4 à 6 semaines, plutôt que d'essayer de vraiment essayer de te dire ah, je suis mauvais là, je suis mauvais là, je suis mauvais là, et de tout faire en même temps. Mm. Du coup, vraiment se focus sur, par exemple, si c'est le volume que tu n'arrives pas à encaisser les séances, que tu fatigues au bout de 2 heures, peut-être focus sur un cycle vraiment plus orienté volume, respiration, etc. Ou si c'est la force doigt que tu n'arrives pas à tenir les arquets, peut-être vraiment essayer de centrer ton cycle sur une priorité qui va être de t'améliorer en arqué sur le mur de manière spécifique, en grimpant sur des blocs arqués régulièrement. Donc il faut vraiment un point à bosser pendant un cycle, tout en maintenant un petit peu le reste à côté, donc, et en gardant un peu de plaisir dans sa grimpe. Et pour bosser ce point de manière spécifique, le faire de manière qualitative, et donc éviter de le faire en étant frais vraiment au début de séance, et d'arrêter dès que tu sens qu'il y a une perte d'intensité par rapport à la séance, par rapport le cible de l'intensité de la séance que tu voulais faire, quoi. Si par exemple c'était des blocs max sur arcade, dès que tu sens que tu fatigues un peu des doigts, que tu n'arrives plus à tenir les arqués que tu tenais en début de séance, et bah t'arrêtes et tu vas faire soit quelques blocs faciles ou un peu de volume très léger pour créer du relâchement en fin de séance. Mais souvent, les gens, ce qu'ils ont tendance à faire, c'est voilà, j'arrive plus à tenir les arqués, du coup, je peux aller faire des blocs durs sur plat, et après, je vais diminuer d'un cran, et encore d'un cran, jusqu'à être complètement fumé, faire des tractions en fin de séance. Et là, du coup, tu récupères pas bien, et le lendemain ou sur le lendemain, tu peux pas refaire de la qualité dans ta séance. Et donc, ouais, faire un petit peu moins de séances, mais de manière plus qualitative et plus focus sur des points précis, quoi. Ok. Et du coup, tu as parlé un peu de cycle. Du coup, par exemple, faire un cycle où là tu disais je me sens pas bien sur les arquets, je fais un cycle où je me focalise un peu sur les arquets. Concrètement, ça voudrait dire quoi un peu au sein de ce cycle? Déjà, tu penses qu'un cycle il doit durer à peu près combien de temps en général pour la plupart des gens? Souvent, est-ce que tu vas mettre des semaines de décharge entre ces cycles? Est-ce que tu peux par exemple répéter un cycle? Par exemple, je sais pas, je prends un exemple concret, faire 4 semaines où tu vas justement te focaliser sur les arquets, une semaine un peu off, après refaire un cycle de 4 semaines. Est-ce que tu peux me parler un peu plus du coup de la structure des cycles en général, ou même si tu veux prendre un cas concret pour pas forcément faire une généralité ou quoi, tu vois. Ouais, carrément, ouais. Donc, par exemple, ce qui est bien, c'est de prendre dans un cycle d'entraînement plusieurs focus, parce que tu peux pas entraîner les arqués 5 fois par semaine, tu vois, par exemple. Si tu as 5 séances par semaine, tu vas pas faire 5 séances sur des arqués. Donc, faire un peu plusieurs focus. Ça peut être les arqués, plus. Moi, j'aime bien avoir un thème de développement un peu physique, un thème de développement technique, un thème de développement un peu mental, et après du maintien, quoi, on va dire. Donc là, si on part par exemple sur, je sais pas, la progression en arqué, la progression en lolotte, parce que j'aime bien les lolottes, et
Et en 3, sur le côté un petit peu mental, réussir à se recruter fort dans l'effort, on va dire. Ça peut être du coup 2 séances qui vont être pas sur on va partir sur un cycle du coup de 4 semaines. Souvent c'est 4 semaines avec une semaine de décharge. C'est un peu les plus classiques parce que vu qu'en escalade, il y a énormément de trucs à bosser. Si on bosse 8 semaines le même point, on va pas réussir Mm. il y a des sports sur lesquels tu vas faire pendant 8 semaines un peu la même chose, mais en escalade, vu que c'est beaucoup de variété, c'est bien d'alterner avec des cycles un peu plus courts. Et donc ça fait, je sais pas, 2 séances dans la semaine où tu vas faire des arqués sur panneau, voilà, des séances de 1 heure. Après derrière, tu fais un petit peu de bloc libre où t'as pas d'arqué juste pour transférer un peu dans la gestuelle, dans d'autres blocs dans la salle, etc. Une séance où tu vas maintenir ton volume, donc tu vas faire, je sais pas, soit de la résistance, soit de l'empilement de blocs, soit du volume de blocs peu classique. Et une séance, je sais pas si tu veux, pour le côté un petit peu mental et technique, ça va être faire sur un spray wall ou dans des blocs de la salle, faire pas mal de lolotes en début de séance, faire un petit peu de mobilité, après tu fais ta quai de lolotes sur le panneau. Et après, derrière, dans ta séance, pour le côté recrutement mental, faire des blocs genre vraiment intenses, plutôt sur des plats, vu que d'habitude, le reste Oui, des séances, t'es des arqués. plus arqué. Vraiment sur des plats, essayer de faire des one move ou des 2 moves, essayer de recruter un maximum d'intensité dans ton corps, quoi. Plus ou moins comme ça, quoi. 2 séances un peu focus, une séance un peu libre, où tu vas travailler des choses, et une séance de volume, quoi. Ouais, donc c'est hyper clair et ça répond vraiment bien à la question. Je passe un peu au point suivant, donc pour les conseils suivants, tu as parlé du coup de préparation physique, donc du coup qu'en général, l'erreur principale c'était que les gens en général ont une technique qui est pas bonne. Là on parle vraiment de technique d'exécution, donc là tu avais parlé des tractions, la manière de vraiment faire ces tractions, par exemple démarrer bras tendus, vraiment fermer le bras le plus possible, pas juste se dire je passe le menton en écartant les coudes, ce genre de choses. Pareil pour les suspensions, si vous faites je sais pas, une préhension donnée, ne pas avoir les doigts qui s'ouvrent au cours de la suspension. Ce serait quoi un peu tes conseils pratiques là pour que les gens progressent justement sur cette forme d'exécution, sur la Ouais. partie prépa physique? Il y a 2 choses qui sont hyper importantes. Donc, ça va avoir la qualité du geste et le recrutement nerveux. Donc, ressentir les muscles qui travaillent pendant le mouvement pour accentuer en fait le fait de recruter plus de fibres musculaires. Et donc, ça passe par la qualité du geste. Les deux, ils sont un petit peu liés. Du coup, pour apprendre à sentir ces muscles qui se contractent, le mieux c'est de faire des exercices un peu basiques, soit avec un élastique, soit un haltère, soit quoi. Par exemple, pour sentir ses dorsaux, c'est pas mal de mettre un peu en élastique devant soi, le tirer vers le bas, avec la main sur son dorso pour ressentir son dorso qui travaille, et ensuite de retrouver cette sensation dans les tractions. Euh, et après, pour la forme du geste, dans un premier temps, ce qui est intéressant, c'est de faire les gestes de manière lente et contrôlée. Souvent, on a tendance à dire qu'il va en faire le plus possible et du coup mettre de la vitesse d'exécution. Et en mettant de la vitesse, on n'a pas le temps de bien ressentir les muscles et bien de contrôler la forme. Donc, dans un premier temps, on va faire les gestes bien lents, bien contrôlés. Et puis après, il y a plein de tutos sur YouTube qui existent si vous voulez faire des tractions. À chaque fois que je fais un geste, par exemple, je n'ai jamais fait trop de deadlift, je me suis mis à en faire l'été d'avant. J'ai regardé sur internet les tutos, comment faire une bonne forme pour le deadlift. Après, si tu as un pote qui s'y connaît un peu en muscu, tu demandes en plus. Et là, au moins, tu es sûr de bien réussir le geste. Ou si le coach te donne le tuto, ça marche bien aussi. Oui, c'est ça, ouais, exactement. Ouais, Et tu voulais rajouter un truc? ouais, et pareil sur les exercices de TRX, tu vois, il y a beaucoup de. Moi, j'ai longtemps fait des mauvaises formes aussi sur les exercices de TRX où j'essaie de forcer le plus fort possible, quitte à avoir le dos qui creuse, les épaules qui partent en couille. Et du coup, pareil, commencer vraiment avec une charge légère. C'est important, ouais, vraiment sur les genoux, tu vois, si tu fais du TRX ou des tractions presque délestées. Et vraiment avoir le geste vraiment propre, ressentir les muscles qui forcent vraiment en fin d'amplitude. Ouais, moi je rajoute un truc là-dessus, c'est que tu as Ouais, parlé en tout début, en introduction, du fait que tu étais vraiment intéressé par le mouvement en général et un peu, si je peux faire un gros raccourci par l'aspect un peu biomécanique, de vraiment se dire, ok là quand je fais une traction, je sais pas, mon numérus il fait une rotation interne ou externe, je sais jamais, à chaque fois je me trompe, mon coude il fait une flexion, etc., ma scapula elle fait ça. En fait,
je pense, moi, si j'avais un conseil aussi à donner, et je pense que ça fait un peu le lien avec ce que tu as dit, c'est de s'intéresser un peu à la biomécanique du mouvement en elle-même, de se dire, ok, là, quand je fais une traction, par exemple, mon objectif avec cet exercice-là, c'est de travailler, par exemple, ma fermeture de bras en escalade. Et du coup, de se dire que bah, Mhm. si je fais ma traction où mon coude il s'arrête à 90 degrés et j'écarte le coude et je passe le menton, et de se dire que j'ai validé la traction, bah, en fait, sur le mur, j'arriverai jamais à fermer le bras entre 90 et bras fermés à 100%. Pour ceux qui n'ont pas la vidéo, j'espère que c'est digeste comme information. Mais en fait, vraiment de réfléchir en termes d'objectif de l'exercice et un peu de biomécanique, et pas tant de se dire, ah bah, faut absolument que ma traction elle prenne 5 kilos ou 10 kilos ou peu importe, et de se dire, bah, en fait, si j'en fais moins mais de meilleure qualité et que ça a un objectif précis, donc par exemple là tu parlais de aussi développer la puissance, l'explosivité ou ce genre de choses, bah, la plupart des gens ils ont besoin de se délester sur ce genre d'exercice, et ça fait un peu le lien avec le fait que souvent il faut pas avoir d'ego en fait quand on fait du renfo, il faut juste se dire ok j'ai un plan précis, je sais que là je sais pas je dois faire 6 pompes sur les genoux délestés parce que c'est un objectif précis dans mon cycle, etc. De pas se dire ah bah non je le fais pas parce que je veux faire du développé couché à 5 kilos juste pour impressionner les gens et montrer que je suis fort quoi. Donc ouais ça fait un peu le Ouais, lien. je suis bien d'accord avec ça, ouais. Tu voulais Je suis rajouter d'accord d'autres avec choses ça. sur la partie prépa physique technique un peu globale ou d'autres choses sur la prépa physique en général, un peu des conseils précis sur, par rapport à des erreurs que les gens peuvent faire en général sur la prépa physique? Et on en a parlé juste avant aussi un petit peu, le fait de respecter un petit peu les rangées de répétition et pas dégrader la qualité du geste. Plutôt aller à un échec technique qu'à l'échec musculaire, quoi, Ouais. quand tu vas faire tes séries. Bon, sauf si tu cherches vraiment à développer la résie et le mental et à travailler un peu ta combativité dans l'effort, mais là, faut vraiment déjà être bien préparé avant, articulairement et physiquement, avant d'aller dans cette recherche-là, quoi, je pense. Et puis moi je trouve pour le côté combativité, tout ce qui va être exercice d'isométrie, c'est beaucoup plus facile à mettre en place, je trouve, que des exercices dynamiques par exemple. Tu veux travailler ta résie sur les bras, faire des blocages à 90 à deux bras, faire par exemple 10 secondes de blocage, 5 secondes de repos et plein de répétitions, c'est beaucoup plus facile et tu as beaucoup moins de risques de te blesser, je pense, pour la plupart des gens en général, que de se dire je fais le maximum de traction en 30 secondes par exemple. Je sais pas si tu me rejoins un peu là-dessus et du coup ça revient à adapter un peu les exercices au programme, à la personne, à ce genre de choses. Ouais, ouais, carrément. Après, c'est sûr que tu as raison là-dessus. Après, pour si on revient un petit peu pour la progression en escalade, moi, si tu veux, la prépa physique, je la vois un peu comme un support à ta progression en escalade et que c'est pas là pour. Elle est pas forcément utile pour aller chercher des efforts ou des échecs ou te buter pour progresser physiquement. Ouais, je l'utilise plutôt pour vraiment dans une optique de comprendre et d'améliorer mon recrutement musculaire, d'améliorer un peu le fonctionnement de mon corps, la solidité de mes articulations, etc. Euh, et la condition physique générale, des fois des petits circuits training, des choses comme ça. Mais je vais très rarement chercher l'échec ou la fatigue, parce que déjà ça va créer de la fatigue pour tes séances de grimpe. Et qu'en plus tu risques de te faire mal un peu bêtement, quoi, après tes éclataxes. Et plutôt du coup aller chercher, si vraiment je veux entraîner la résie ou la combativité ou la force, plutôt aller chercher ça dans la force vraiment spécifique, quoi, aller chercher ça dans l'escalade. Et c'est parfait parce que ça fait la transition avec le point suivant. Tu as parlé du coup qu'une des erreurs principales, c'était le fait que la plupart des gens ne s'intéressaient pas trop à l'aspect technique de la grimpe. Est-ce que tu aurais un conseil du coup un peu général comme ça pour que la plupart des gens puissent progresser de manière technique sur le côté vraiment escalade de la pratique? Ouais, ouais. Je crois que j'en avais parlé un tout petit peu quand on a déjà abordé le sujet tout à l'heure. Pour pas redire un peu la même chose, il va y avoir, dans un premier temps, pareil, se mettre une petite intention dans la séance, donc avoir un focus technique, dire bah là j'ai envie de bosser ma pose de pied, parce que après, c'est un peu le truc classique, quoi. Et faut pas croire qu'à haut niveau, en fait, ça faut plus le faire, parce que même à haut niveau, ça reste très important. La pose de pied, on dit tout le monde parle de la pose de pied, etc. Mais mais plus ça va être des sensations fines dans la pose de pied, et peu importe le niveau, c'est toujours intéressant à entraîner. Bref, petite aparté. Euh, ouais, par exemple, du coup, si je reprends mon exemple de la pose de pied, bah, tu te dis, cette séance, j'essaie de focus mon attention, essayer d'appuyer sur les prises et de pied, mettre vraiment le plus de poids possible dessus dans chacun de mes blocs. Du coup, déjà, tu vas avoir une intention dans ta séance de progression technique. Déjà, ça va bien changer les choses là-dessus. Et après, derrière, pour voir si ça marche bien, il faut avoir forcément un retour, soit vidéo, soit de quelqu'un qui te dit ce qu'il en a pensé, quoi. Parce que sinon, tu peux pas trop te voir de l'extérieur. Après, il y a des sensations fines, un petit peu les sensations
de proprioception de ton corps qui peut te dire, bah là, t'avais bien la sensation, t'étais bien, du coup, t'as ton propre retour dans un premier temps. Si t'as forcé de façon dans le bloc et que t'as l'impression que t'étais mal sur le pied, c'est que c'était pas top, et du coup, faut répéter. Mais ouais, c'est bien d'avoir un petit retour extérieur en plus. Après, et après, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Ouais, moi, ce que j'aime vraiment bien, c'est de travailler aussi sur des spray halls. Donc, par exemple, si t'es mauvais en talon, bah, en chaque début de séance, tu vas te faire, je sais pas, 15 minutes où tu fais plein de talons dans des positions différentes, sur le spray hall, sur des tailles de prise différentes, etc. Et vraiment bosser chaque point technique, un petit peu comme si c'était un point physique, quoi, de Ouais. la même manière. Et comme tu dis, le spray wall pour ça, c'est un super outil parce qu'en plus, ça développe aussi ta créativité. Il y a l'intuition aussi. Moi, j'aime bien ce truc-là parce que ça revient souvent dans mes suivis où les personnes qui sont un peu, on va dire, pas forcément débutantes, mais qui sont pas non plus expertes, ont pas trop cette intuition. C'est-à-dire qu'elles vont se dire, là, si tu dis, vas-y, grimpe le bloc un peu à vue comme ça et essaye d'optimiser tes méthodes, la personne est un peu perdue et elle a besoin de répéter le bloc 3 4 fois en fait pour vraiment comprendre que bah là si elle met son pied droit ici en fait ça va générer une rotation de tel côté et que pour contrer cette rotation il faut qu'elle mette un talon à gauche ou j'en sais rien et ouais du coup si j'avais un seul truc à rajouter à ce que tu as dit c'est le côté de la répétition et être curieux par rapport à sa technique de vraiment se dire ok est-ce que là j'aurais pas pu faire mieux quand vous Mm. venez de grimper quelque chose c'est toujours intéressant et après ça dépend comment vous le structurez etc faut pas non plus répéter tout le temps 10 fois d'affilée mais comme tu dis, après, c'est une histoire de gestion de la fatigue, etc. Mais en vrai, c'est déjà assez complet pour cette première partie. Et là, je fais un peu la transition avec la partie suivante. C'est vraiment pour progresser de manière générale, de vraiment manière globale. Là, est-ce que tu aurais vraiment un seul levier à actionner pour la plupart des gens? Tu penses que ce serait lequel qui ferait vraiment la différence entre quelqu'un où tu vas lui donner un peu ce levier-là et tu le revois dans 3 ans et il a vraiment progressé parce qu'il s'est dit un peu, je pense à ça un peu quotidiennement, ou quelqu'un qui voilà, va continuer de grimper un peu comme il a l'habitude, aller à la salle, faire juste les nouveaux secteurs et terminer, et qui Mm. va du coup stagner. Ce serait quoi un peu, selon toi, un peu le levier principal qui ferait un peu la différence? Ouais, c'est dur Ouais, d'en c'est citer complexe qu'un comme seul, question. mais En vrai, tu peux faire un top 2 un top 3 peu importe, hein. ouais. C'est une question un peu ouverte, hésite pas à être un peu large, hein. En fait, je vais en donner, je pense que je vais en donner deux parce qu'il y a un levier qui est plus lié à une sorte d'organisation. Du coup, ça, tout le monde peut le faire. Il y a peut-être un autre levier qui sera plus lié à un truc un peu pratique. Et donc, moi, en fait, je l'ai mis en place assez récemment. Ce qu'il faut comprendre, moi, je suis arrivé un peu là où je suis parce que j'ai commencé l'escalade très très tôt et que quand tu es jeune, enfin, tu peux bouffer du volume sans avoir trop de douleur, etc. Et donc, moi, j'ai jamais, dans le début de mes entraînements, moi, j'avais un petit peu de structure, mais je faisais surtout beaucoup, beaucoup de volume, beaucoup de grimpe, avec des gens qui avaient le même niveau, pas le même niveau que moi, ou voire un peu plus fort. Du coup, l'émulation aussi m'a bien forgé. Et au final, tout ce qui est structure dans l'entraînement, réflexion, etc., c'est venu assez tard, surtout quand j'ai commencé à coacher. Au final, et ça m'a changé pas mal de choses dans, mon, dans ma manière de voir l'entraînement et de m'améliorer. Parce que quand t'es jeune, tu fais un peu n'importe quoi et t'en bouffes et tu progresses, quoi. Donc j'étais pas forcément le mieux placé au niveau structure d'entraînement et je l'ai appris que après. Bref. Euh, et donc là, un des leviers les plus importants qui m'a fait évoluer récemment, ça va être vraiment noter sur un carnet les intentions à chaque fois de ce que vous allez faire dans une séance. Genre, parce que t'as beau te dire, bah, je vais faire ça, machin, peut-être cette semaine, ce mois-ci, j'ai envie de bosser ça. Si tu te le dis jamais avant ta séance, tu vas toujours finir par faire un peu des blocs libres, les grimper avec tes potes, même si c'est pas un mal, hein. Et si tu veux vraiment progresser dans un domaine spécifique, faut orienter un minimum l'entraînement. Et si tu ne le dis pas en avance ou que tu ne notes pas ou que tu l'as dans un coin de ta tête, tu vas jamais le faire, quoi. Et donc vraiment le fait de noter juste avant, ça te prend 2 minutes, tu vois. Si tu as un objectif à long terme, un objectif un peu court terme et que tu sais ce que tu veux bosser pour atteindre ce premier objectif court terme, bah, tu essaies de le noter dans ta séance. Même ça peut être d'une séance à l'autre, hein, mais rien que déjà d'avoir un focus, ça va vraiment tout changer. Et coupler à une vision assez long terme de l'entraînement. Ok, du coup, ça, Après, ce d'un serait côté. plus. Ah, désolé, je t'ai coupé. Non, vas-y, vas-y. Non, j'allais dire, du coup, ça, ce serait plus pour la partie organisation, si j'ai bien compris. Et du coup, tu m'as parlé que tu avais Ouais, aussi un axe pratique. Ce serait quoi, du coup, le côté pratique? ouais. Moi, s'il y avait qu'une seule chose à faire, je pense que ce serait
Et c'est ce qui m'a fait le plus progresser, je pense. Si je réfléchis, ça va être de grimper vraiment grimper sur du panneau avec des potes qui ont un peu le même niveau que toi ou un style différent ou un peu plus fort, quoi. Vraiment, tu fais ça toutes les séances, tu es sûr de progresser, quoi. En gérant un peu le volume quand même, parce que des fois, tu as tendance un peu à t'emballer quand tu es Ouais. avec des potes. Faut faire attention à l'émulation parce que ça peut être très positif parce que tu vas te donner C'est que plus dans que ce que tu as aussi. l'habitude, mais ça peut aussi faire des séances qui sont trop longues en termes de volume et où tu as du mal à récupérer. Et après, si toutes Trop tes longue et séances trop c'est comme intense. ça, ouais, Souvent, tu as ça. ton pote qui a fait le move, tu as vraiment envie de le faire, tu sais que tu as les doigts qui commencent un peu à fatiguer, mais d'habitude, tu lui mets des buts dans les autres styles et tu vas vouloir absolument essayer de le faire parce que tu veux pas te prendre un but par lui. Et du coup, là, tu veux forcer comme un âne pour essayer de tenir les arquets et paf, la poulie. J'ai pas eu de poulie, mais je sens quand même des fois que j'ai voulu beaucoup forcer plus que ce que mon corps y pouvait, Mm. juste pour essayer de pas de pas me prendre de but pour un pote, quoi. Mais ça, on en parlait Donc, un peu en off là, au parce que début, cette partie un peu égo, comparaison et tout. Enfin, on en a reparlé un peu là pour le renfo, de dire que faut pas avoir d'ego sur le renfo et tout. Mais ça reste, enfin, ça fait partie du sport dans tous les cas. Enfin, même si vous faites du sport pour vous améliorer, etc. Il y aura toujours un peu cette part d'ego qui intervient. Il faut juste savoir un peu quand est-ce que c'est sain et quand est-ce que ça devient un peu malsain pour vous parce que vous allez vous blesser ou autre. Et en vrai, ça me permet de faire la transition avec un peu des questions un peu plus ouvertes. T'en as parlé un peu là juste avant du moment où peut-être tu sens que tu as vraiment progressé, c'est quand tu as intégré un peu ces séances de pan avec émulation, etc. J'allais te dire un peu la question, c'est dans toute ta pratique, du coup là si on résume, ça fait pas plus de 20 ans que tu grimpes, est-ce qu'il y a un moment dans ta pratique où tu as vraiment eu un déclic, où tu as passé un gros cap ou un gros plateau, ou j'en sais rien, tu vois, je dis un truc au hasard, tu stagnais dans le 7B voix et tu as mis en place des trucs qui t'ont fait passer à 7C plus 8 à voix en très peu de temps parce que tu as eu un gros déclic ou un truc comme ça. Est-ce que tu as eu une progression comme ça vraiment notable avec un événement un peu qui t'a marqué ou un cocktail de trucs qui a fait que? Ou est-ce que c'était plutôt voilà, une progression un peu plus linéaire, de manière un peu où chaque année tu progresses un petit peu, tu progresses un petit peu et au final ça c'est assez linéaire comme ça? Ou est-ce que tu as eu vraiment des gros gaps? Et s'il y a eu un gros gap, tu penses que c'est dû à quoi? ouais, alors en gros, globalement, si tu veux, dans un premier temps, j'aimerais bien rebondir sur un point, c'est que plus tu vas progresser en escalade, plus la progression elle va être difficile et du coup les déclics ou les progressions elles vont être vraiment sur des points très spécifiques et ça va pas se mesurer forcément en cotation, mais plutôt en sensation ou en compréhension d'un move ou genre par exemple un peu comme ton cas là. T'es bien fort dans pas mal de physiquement sur des blocs avec des prises correctes et d'un coup tu te mets à bosser les arcades, ton niveau il va exploser et tous les blocs arcades tu vas les faire même si c'est la même cotation, hein, tu vois. Tu faisais peut-être tous les 7C dans un style, Ouais. mais tous les 7C sur arcade t'arrives pas à trop les faire et d'un coup tu les débloques tous, mais c'est pas pour ça que tu vas forcément faire passer directement à 8B quoi, ou à 8 à 8 à plus. Ouais, c'est ça aussi. C'est ça qui est important à prendre en compte. Et après, je pense les deux bons gros déclics que j'ai eu, ça va être quand j'ai commencé à faire des études, tu vois, j'ai changé de lieu. J'ai fait un an d'entraînement à la SPTT Nantes et là, il y avait vraiment une grosse émulation et un entraîneur qui était quand même pas mauvais. Donc, spécial dédicace au groupe de la SPTT Nantes de l'époque, c'était vraiment stylé. Il y avait, je sais pas, Ouais, l'environnement. ouais, vraiment l'environnement qui a tout changé. Et le fait de bourriner avec de l'émulation, d'avoir une structure un petit peu plus cadrée. Il y avait vraiment des gens qui étaient un peu plus forts que moi ou qui avaient le même niveau. Et il y a vraiment un entraîneur qui te poussait dans tes retranchements. Donc ça m'a fait un bon déclic. Et après, le deuxième déclic que j'ai eu, c'est quand j'ai fait un an à faire vraiment que de la falaise. Genre, je suis arrivé en falaise, tu vois, je pense que j'avais le niveau de faire 8B+, mais je me faisais roustave parce qu'il y a une énorme part de tactique et de gestion, de mémorisation, de repérage des pieds. C'est pas du tout comme en salle. Il y a beaucoup plus de prise, du coup, au niveau tactique et mémorisation, il y a plein de choses à mettre en place. Et donc, ouais, je me souviens pour l'anecdote, là, j'ai essayé un 8B+. Là, du coup, tu Euh, parlais d'un déclic que tu as eu en falaise ouais, c'est dans un ça, 8B+. ouais. J'ai essayé un 8B+, par exemple, et genre, j'étais vraiment à deux doigts de le faire. Bon, il y a plus et tout. Mais en fait, j'ai mis beaucoup trop de runs parce que, bah, tu vois, je grimpais un peu à la marge et je calais pas mes pieds, etc., comme il fallait. Je ne mémorisais pas exactement les séquences de pieds. Du coup, j'arrivais en fin de voie, je me perdais un petit peu avec des fois, le manque de lucidité, etc. Et donc, à force de bouffer de la falaise, là, je suis passé de 8 à falaise
à 8B plus à l'aise en 3-4 mois. Et puis même gestuellement, ça m'a apporté beaucoup pour la grimpe en salle. Tu réfléchis un petit peu différemment quand tu grimpes beaucoup en falaise. Tu as beaucoup plus d'options quand tu reviens en salle. Tu essaies de mieux comprendre un peu les préhensions des prises, de mieux comprendre les placements, etc. Quoi, parce que ouais, tu apprends bien les micro-sensas et du coup, ça se transfère quand même bien derrière dans ta grimpe en salle. Et puis, tu me corriges si j'ai faux, hein, mais je pense qu'au moment où du coup tu as eu ce gap-là, c'était pas tant un gap physique où la falaise t'a fait muter, je sais pas, en termes de réside, tenue de prise ou peu importe, mais c'était vraiment, comme tu disais, de la tactique, de la technique, peut-être du mental, etc. Enfin, un peu tous les autres facteurs. Et en fait, à ce moment-là, peut-être tu avais déjà le physique de faire concrètement telle ou telle cote. Et c'est juste du transfert. Et ça, c'est un truc que je dis souvent dans Ouais, plein de c'est personnes que je exactement coach ça. c'est bien justement d'avoir déjà plus ou moins ce niveau physique à l'avance parce que tu vas beaucoup moins te blesser et tu auras la capacité de mettre en place des choses, bah là comme tu as fait par exemple partir un an en falaise, te mettre à fond dedans, etc. Et pas te dire ah bah là je suis trop faible physiquement en fait pour aller dans telle cote en falaise, je vais me blesser ou quoi, et juste bah, réfléchir aux aspects techniques, tactiques, vraiment la partie Mhm. transfert sur le mur. Et moi souvent je prends vraiment la métrique du nombre de séances que tu fais à l'année. Tu vois, moi je grimpe pas beaucoup en bloc XT, enfin là c'est en train de changer, mais à l'époque, allez, je faisais peut-être allez, 4-5 séances de bloc XT à l'année, et je me disais, ouais, un jour je veux faire 8A ou je sais pas quoi. Bah non, tu vois, tu peux pas faire 8A en faisant 4 séances de bloc XT à l'année, ou alors c'est que t'es un surmutant qui va aller en compète et que t'as déjà le niveau de faire des 8B, 8B+, comme tu dis que tu grimpes à la marge, ou en fait t'as tellement de marge que faire un 8A c'est pas si extrême pour toi. Et donc ouais, enfin, du coup tu me dis si je me trompe, mais je pense que c'était un peu ton cas, du coup tu étais déjà plus ou moins bien, on va dire, sur le côté vraiment physique, et du coup tu as Ouais, optimisé ça via le côté tactique, technique, ouais. mental, en passant plus de temps Grâce à sur le rocher. l'entraînement, tu vois beaucoup, hein, grâce à l'entraînement en compétition, tu acquiers vraiment un physique bah, parce que c'est quand même une partie assez dominante dans la garde de compétition, même si tu as plein d'autres choses. Mais, euh, mais ouais, tu acquiers vraiment un gros niveau physique que tu peux transférer derrière en extérieur. Alors que tu vois les gens qui ont grimpé que en exté toute leur vie, ils grimpent 8B des fois et tu leur fais faire des tests physiques, ils sont vraiment à la rue complet, quoi. Mm. Ils sont ouais, faut à moins de 150% en tirage ou en suspension, tu vois. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, après, tu vois beaucoup de compétiteurs, effectivement, quand ils vont sur le rocher, ils vont direct faire, bah, surtout les compétiteurs de haut niveau, 8C, 9A, assez facilement, même s'ils sont pas optimisés pas dans leur placement, leur technique, leur tactique, parce que ouais, ils ont un gros niveau, ils ont développé un gros niveau en salle, mais s'ils optimisent ça derrière, ils peuvent vraiment vite faire des grosses croix, quoi. C'est sûr. Ouais, clairement. Et ça me fait penser à une anecdote sur ce truc où tu disais, par exemple, quelqu'un là qui fait 8B ou 8B+, 450% de ratio en force doigt, j'imagine que c'est sur 20 mm. Moi, j'ai remarqué un truc, c'est vraiment que bah, l'XT, forcément, ça te renforce beaucoup plus tout ce qui est tendons, ligaments, etc., que la salle, notamment parce que les préhensions sont beaucoup plus variées, tu as tendance à beaucoup prendre des prises bizarres avec les doigts qui sont décalés, des bidoigts, des monos, des trucs comme ça, où vraiment tu charcutes tes doigts pour faire simple. Ok. Et moi, j'ai remarqué, alors après, je sais pas si toi, tu as pu remarquer ça aussi, que le ratio par rapport à la taille de la prise, il diminuait pas tant. C'est-à-dire que tu as par exemple là l'exemple de ton grimpeur de 8 voies qui tractait 150% sur 20 mm. Je suis sûr que tu le fais tracter sur 8 mm, il a quasiment 150% aussi. Alors que bah, des grimpeurs de salle, un peu comme moi, tu vois, si je caricature, bah, tu me fais tracter sur 8 mm, je divise quasiment ma force par deux comparé à si je tracte sur 20 mm ou plus, quoi. Et du coup, il y a ce côté. Enfin, je sais pas si c'est un truc que tu as observé ou pas, ou si c'est parlant, mais moi, je l'explique un peu comme ça aussi, ce truc de. Je l'ai pas trop observé enfin si je l'ai observé, après je l'ai pas trop observé en mode, tu vois, mesure, etc. Parce que j'ai pas eu énormément ce genre de cas, et puis je l'ai peut-être mesuré, mais je me rappelle plus comme ça. Mais par contre, c'est vrai que quand tu vois les falaisistes grimper, ils peuvent souvent mettre des buts sur arqué. Ils tiennent hyper bien les arqués, presque aussi bien que ce qui tiendrait effectivement une 20 mm, tu vois. Ah, t'as Et l'impression qu'ils parce sont qu'en vachés, fait, quoi, qu'ils on est peuvent pas habitué à avoir tomber. la position arquée, et la position arquée, tu as comme une sorte de butée articulaire qui ne demande pas forcément autant de force de recrutement dans les avant-bras. Et donc, si tes articulations, que tes doigts, ils sont habitués à la position, à la tolérance à la douleur, etc., et bien, tu peux quand même être très très fort sur la petite prise sans forcément avoir un gros niveau, effectivement, sur des suspensions lestées sur du 20 mm, ouais, Ouais, c'est ça, et c'est un clairement. peu la diff entre bah, le recrutement musculaire et tout ce qui est un peu structure tendineuse, ligamentaire, etc. Et après, bah, quand t'as les deux, c'est Mm. encore mieux, hein, parce que là, tout à l'heure, je te parlais d'un gars de Montpellier là, qui s'appelle Victor.
qui a fait 8B plus bloc, pareil, tu lui faisais faire le test sur 20 mm ou sur 10 mm ou quoi, enfin, tant que la prise faisait pas 6 mm, il avait quasiment la même force sur la prise, c'était Ouais, aberrant. c'est hallucinant. Ouais, et du coup, bah voilà, pour le coup, après les niveaux de force, ils étaient bien élevés aussi. Mm. Mais tu te dis, ouais, c'est fou que tu testes quelqu'un sur 20 mm ou 10 mm, tu te dis c'est censé être deux fois plus dur de tracter sur 10 mm, et en fait, pas du tout, parce que t'as, comme tu dis, les tendons et les articulations qui sont tellement solides que, à moins que ça devienne un facteur limitant de friction sur la prise ou juste tu zippes de la prise quand tu mets trop de force, bah tu te rends compte que la personne, elle a la force de développer ces trucs-là. Et aussi dans des histoires de mobilité, comme tu disais, un peu des placements bizarres, des préhensions que t'as pas l'habitude. C'est clair qu'en falaise, là tu parlais des lolottes ou ce genre de trucs, tu tortilles un peu dans tous les sens, tu vas mettre des talons, des trucs que t'aurais Ouais. pas forcément fait en salle, ou t'as tendance plutôt à bourriner entre les prises, enfin après ça dépend des styles d'ouverture. Mais ouais, non, je te rejoins complètement là-dessus. Tu voulais rajouter quelque chose un peu là sur cette partie ou... Ouais, bah juste pour rebondir un petit peu sur ce que tu dis, il y a aussi l'inverse qui se passe. Tu vois, les grimpeurs de falaise qui grimpent que en falaise toute leur vie et qui vont en salle. Moi, j'ai un exemple d'un pote là, avec qui je grimpe tout le temps, là, qui est dans le 8C aussi en falaise et qui grimpe jamais en salle. Et donc, du coup, en salle, il manque un petit peu le côté explosivité, coordination et tout. Mais par contre, il va toujours, des fois, te trouver des méthodes complètement hallucinantes avec des espèces de lolottes super loin, des talons, des mouvements un peu stats hyper tordus qui permettent de passer le move. Et moi, quand j'essaye, ça me permet de passer beaucoup plus facilement que ce que j'aurais fait naturellement aussi en salle. Et donc, je pense que vraiment, les deux se complètent énormément et que tu as vraiment des bons transferts. Et que, ouais, que si tu veux progresser en salle, aller faire un peu d'exté, ça va vraiment aussi vraiment t'aider dans cet aspect-là. Compréhension des prises, mouvement, compréhension du mouvement, ressenti dans ton corps. C'était obligé de rechercher un petit peu plus l'optimisation, quoi. Ouais, mais carrément, c'est hyper pertinent et je pense que j'ai une dernière question, après on passera un peu à la conclusion, etc. Là, en Ouais, gros, on a beaucoup parlé bah, du fait qu'on a aussi gagné, enfin surtout toi, là, c'est pas trop moi le sujet du podcast, tu as beaucoup gagné bah, du coup d'expérience via ta pratique, de la grimpe, via tes coachings, etc. Si, avec toute cette expérience-là que tu as accumulée, tu devais recommencer l'escalade demain, et on part du principe que voilà, tu recommences l'escalade demain, mais tu as toute ton expérience un peu de ce que tu as acquis au cours de mmh. ces années, quelles sont en gros les plus grosses erreurs que tu as pu faire personnellement et comment un peu tu corrigerais ces erreurs-là? C'est assez lourd comme question, mais en vrai, n'hésite pas à faire des détours ou quoi. Ouais, ouais. Euh, En fait, vu que j'ai commencé l'escalade hyper tôt, il y a certaines erreurs dont je me souviens pas. Et tu vois, globalement, sur le côté technique, en fait, si tu veux, je l'ai acquis un petit peu naturellement, vu que j'ai commencé l'escalade tôt. Du coup, c'est difficile de parler exactement de comment j'ai progressé techniquement. C'est un truc hyper important avec les gens qui commencent un peu tard l'escalade, ont du mal à acquérir. Donc ça, je le transmets maintenant, mais c'est mieux un peu plus tard. Donc je vais peut-être pas forcément trop parler de ça. Le côté escalade, inclure un petit peu plus de... Je pense que ce que j'aurais fait différemment, c'est que j'aurais inclus un petit peu plus de variété au niveau des préhensions dans mes entraînements. Donc par exemple, là, moi j'ai beaucoup grimpé tout le temps entendu, quasiment toute ma life, et du coup, où on semi-arquait un peu. Et du coup là, sur le long terme, ça me porte défaut, parce que tout ce qui est arqué et semi-arqué vraiment sur de la petite prise, je suis un peu à la rue, parce que j'ai toujours grimpé entendu. Après, ça m'a préservé mes doigts, hein, j'ai jamais eu de blessure au doigt, du coup, grâce à ça quasiment. Mais du coup, j'ai chopé un gros retard là-dessus, donc vraiment avoir une plus grande variété de préhension dans la grimpe. Ça, c'est une erreur perso, c'est très, très spécifique, hein, mais... Euh, En vrai, après, au niveau ouais, vas-y. non, j'allais dire, je rebondis là-dessus parce que ça, c'est un cas que j'ai très souvent aussi dans mes coachings, dans mes suivis. Comment tu fais pour travailler cette variété de préhension quand dans ta salle, par exemple, t'as pas de spray wall ou que voilà, t'as juste les ouvertures qui sont à disposition et t'as pas Mmh. de, je sais pas, t'as pas de kilter, t'as pas de spray wall, c'est vraiment voilà, ouverture commerciale et t'as pas d'autres salles Ouais. accessibles, t'as pas de panneaux, peu importe. Enfin, est-ce que t'as des petits tips pour ça ou là t'es vraiment foutu, enfin, t'es voué à stagner parce que tu peux pas bosser les préhensions que tu peux pas bosser. C'était ça comme question. Euh, mais déjà, ce que j'observe, moi, c'est que la plupart des gens qui commencent l'escalade un peu plus tard, c'est rare quand même les gens qui, comme moi, grimpent que entendu dès le début et un peu en semi-arqué léger. Ils vont beaucoup avoir tendance à arquer ou à semi-arquer fort les prises. Et donc, c'est plutôt l'inverse qu'il faut faire, c'est de travailler les tendus, quoi. C'est plutôt ça que je vois, en tout cas, quand je vois les gens grimper en salle. Je te rejoins là-dessus. Ouais. Et, et ouais, bah, du coup, là, ouais, si, t'as une poutre ou t'as pas de poutre non plus? T'as une poutre, t'as du block lift, on va dire, t'as la salle de muscu à côté ou t'as de la muscu chez toi, on va dire. Mais voilà, quand tu vas à la salle d'escalade, t'as pas de spray wall, t'as pas de kilter, peu importe. Là, t'as vraiment que les ouvertures commerciales, quoi. Ouais,
Bah, déjà, il y a un truc à faire, c'est ce que j'avais donné, hein, même aux débutants, tu vois, là, j'ai suivi quelques débutants en ligne qui grimpaient dans le 6 à bloc ou des choses comme ça. Je leur ai donné faire des routines de poutres à faire pied au sol où ils passaient par tous les types de préhension pour s'habituer effectivement à savoir un petit peu la force qu'ils pouvaient appliquer dans chaque doigt dans tel type de préhension. Vraiment à très légère intensité, petit à petit augmenter tranquillement l'intensité, mais en fonction de ce ressenti. Faire ça très régulièrement. Et ensuite, de se transférer tranquillement en grimpe. Donc, c'est sûr que dans les blocs durs, tu peux pas pouvoir faire de tendu, mais par exemple, à l'échauffement, il y a toujours des prises où lieu de les prendre en arqué ou en semi-arqué, c'est vraiment de forcer à les prendre en tendu. Et ça, c'est pareil, si tu l'as pas noté avant sur ton carnet de ta séance ou que tu n'as pas le coach qui t'a dit de faire, c'est un réflexe que tu as du mal à acquérir. Donc, ouais, grimper en tendu dans le bloc de chauffe et un peu de poutre en tendu, les pieds au sol, quoi. Ouais, c'est déjà un très bon conseil. Après, on va pas rentrer dans les détails, comme tu dis, sinon on peut y Donc, passer des heures. Mais voilà, tu penses que ce serait clairement. ça un peu ton erreur principale de pas avoir varié les préhensions assez tôt dans ta pratique et c'est un truc que tu changerais en priorité si tu pouvais recommencer? Ouais, bon, en grimpe, je pense que c'est une des erreurs les plus grosses que j'ai faites. Et après, je pense que tu vois, le fait de faire trop de volume, de grimper trop, etc. En fait, à l'époque, bah, quand tu es étudiant, tu fais ou tu es au collège, tu vois, tu peux grimper que 3-4 fois par semaine et du coup, ou des fois que deux Ouais, fois par semaine. t'as le temps de Du coup, récupérer. faire un peu trop de volume quand tu as 2 séances ou 3 par semaine, c'est pas non plus hyper dérangeant, surtout quand tu es jeune. Donc, je pense pas que c'était une de mes grosses erreurs. Par contre, ouais, j'ai commencé la force très tard, donc j'aurais bien aimé commencer à faire un peu plus de force, de bloc vraiment dur, spécifique, un peu plus tôt, quoi. Comprendre un peu mieux comment ça marchait l'entraînement au niveau du recrutement nerveux et physique pour progresser physiquement. Et du coup, sur le côté, là où j'ai fait le plus d'erreurs, je pense au final, ça va être sur le côté, j'ai le plus de regrets sur le côté prépa physique, donc notamment au niveau de la forme et de la qualité des gestes, je faisais ça de manière vraiment, vraiment dégueu, quoi. J'y prêtais pas du tout attention. Pour te dire, petite anecdote, j'ai compris comment faire une vraie traction quand j'ai pris un coach là, il y a, je sais plus, 4 ans. J'avais l'épaule gauche qui s'enroulait complètement sur mes tractions à la fin et je l'avais jamais remarqué. Alors que je faisais Ok. des répétitions, je faisais du 25-30 tractions, tu vois, et j'avais toujours l'épaule gauche rentrée. Et à partir de ce moment-là, j'ai essayé de vraiment faire attention sur tous mes mouvements, tous mes gestes en prépa physique, et ça a beaucoup changé au niveau de la qualité. Et puis ouais, commencer à en faire un petit peu plus tôt, quoi. Ça aurait été bien parce que j'ai commencé assez tard, je pense, à en faire. En vrai, c'est déjà pas mal. Ça fait déjà des trucs très concrets où, tu vois, là, si quelqu'un qui est un peu débutant ou quoi écoute le podcast, va se dire, ok, bon, bah là, si je varie un peu mes préhensions et que je fais attention à ma forme, ça peut être que des bons conseils. Donc, c'était vraiment l'objectif Mm. du podcast. Euh, du coup, tu voulais rajouter d'autres choses ou on passe un peu à la conclusion du podcast? Ouais, bon, il y a un petit dernier point quand même que j'aborde beaucoup là, qu'on n'a pas trop parlé dans le podcast, mais ça va être plutôt le côté ouais, que j'essaie de bien transmettre aussi dans mes suivis et que j'ai à cœur de faire, ça va être le fait de se sentir mieux dans son corps pour transférer ses ressentis après dans sa grimpe. Ce qui va passer, ouais, que ce soit au niveau ouais, de la mobilité, du relâchement, de la fluidité du geste et de la connaissance de comment marche son corps à travers, moi je le fais surtout à travers bah, des routines de mobilité, des exos de souplesse, un petit peu des exos de renfort très spécifiques, où tu vas aller chercher vraiment pas des amplitudes, des gestes que tu connais pas, explorer ton corps de différentes manières, qui va permettre d'avoir une meilleure santé articulaire, d'avoir ton corps qui bouge de manière plus fluide. Et tu vois, par exemple, si tu bosses vachement les hanches au sol, que tu fais des micro-mouvements un petit peu de hanches, en étant sur un genou en fente, par exemple, là, que tu fais un peu des. Bref, tu vas chercher un peu des micro-sensations dans ton corps. Derrière, quand tu vas grimper sur le mur, tu vas réussir à les retransférer dans ton escalade et avoir une grimpe plus fluide, plus souple et plus en conscience aussi. Tu vas vraiment avoir plus conscience de ton corps. Et du coup, dès que tu vas être bah, dans un bloc où tu vas pouvoir rechercher des micro-ajustements que tu n'aurais pas si tu avais cette pratique-là à côté. Et aussi, la mobilité, elle va te donner, si tu progresses en mobilité, en souplesse, accès à une plus grande variété de gestes, de techniques. Alors, si tu veux monter un talon sur la main et que tu as une mobilité de hanche complètement foutue, bah, Ouais, pour tu pourras optimiser pas les utiliser méthodes. ça. Et dans beaucoup de situations en escalade, ça peut vraiment te débloquer des moves, quoi. Et puis, ça préserve aussi ton corps au niveau des blessures, des choses comme ça, des contractures, des machins. Surtout si tu vises un petit peu le long terme, la progression sur le long terme. Ouais, c'est ce qu'on dit souvent, mieux Et, vaut être constant sur c'est du un long terme point que tout donner sur du court terme, quoi.
exactement, ouais. C'est un point vraiment, là, moi, ça fait, ouais, je sais même pas quand j'ai commencé, mais depuis 15 ans que. Bon, après, c'est le karaté aussi qui m'a un petit peu mis là-dedans, mais que je fais soit de la souplesse, soit de la mobilité, quasiment tout le temps, quoi, quotidiennement. Et, euh, et ouais, et du coup, ça me donne du relâchement, de la sensation, de l'affinement gestuel dans ma grimpe. Et juste être bien dans son corps, c'est tellement agréable que ça n'a pas de prix, quoi. Ouais, juste se Du sentir coup, je voulais. mobile, souple, fort, peu importe. C'est vrai que même en termes de bien-être au quotidien, tu te sens beaucoup mieux que de te dire, ah ouais, là j'ai les doigts rouillés, j'ai mal aux doigts et tout, et de penser à ça toute la journée. Ouais, non, je te rejoins carrément là-dessus. Euh, Même pour le côté, effectivement, tu as la mobilité, etc., mais tu as aussi le côté prépa physique, genre, si tu sens que les épaules elles s'ouvrent et que tu fais un move d'épaule ou que tu sens qu'elle peut péter à tout moment, c'est hyper désagréable. Alors, tu fais, je sais pas, un peu des rotations externes à l'entraînement, des élévations latérales, là, tu rajoutes ouais. ça, tu sens les épaules qui sont béton, là, bien guronzées. Et, euh, Non, non, mais et c'est du ça, coup, ça rejoint tout ce qu'on a dit avant, c'est hyper important et c'est vraiment une histoire d'équilibre. Et je passe un peu à des petites questions, questions-réponses, on va dire, pour la fin. Est-ce que tu as une voix en particulier qui t'a marqué dans tout ton parcours de grimpeur? Si oui, laquelle? Et est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, l'histoire de cette voix pour toi personnellement? je pense que ça va être mon premier 8B+. Euh, c'est une voix qui s'appelle Gemini à Rodéar. Et en fait, c'est une voix qui est vraiment pas dans mon style de base parce que c'est vraiment très très long. Tu restes longtemps dans la voix, t'as des genoux, des machins, faut se reposer longtemps. Et t'as un creux que ça la toute fin. Et du coup, mentalement, c'est vraiment une voix très très exigeante, quoi, parce que t'es obligé de te forcer, t'as les mollets qui te brûlent, t'as les hanches qui te font mal, t'as la genouillère qui glisse, tu dois respirer, enfin bien respirer, prendre le temps de forcer à rester dans les repos, bien grimper entre les sections. Et t'as pas du tout envie de tomber en haut, t'as un petit crux en haut avec un genou un peu sans ça, on est un peu dur physiquement. Ouais, je pense que c'était une des voix les plus marquantes. Et puis RODR, là, cette voix, elle est trop trop belle, quoi. Vraiment trop belle, c'est une voix un peu majorissime. Donc je pense que ouais, c'était ça, ça m'a pas pris tant que ça de séance au final, parce que je m'étais bien mis en forme avant en résine dans d'autres voix de ce style. Mais Mais ouais, l'effort et de la voix en elle-même, combat ça le t'a marqué, plus, ouais. combat le plus, je pense ouais, mental le plus dur que j'ai dû faire. Question suivante, est-ce qu'il y a un type de mouvement que tu détestes? Vraiment subjectivement, un type de move ou une préhension ou un truc où s'il y a ça dans une voix, même si la voix elle t'intéresse, tu te Mm. dis voilà, ça va être compliqué ou je déteste, je passe à autre chose quoi. Ouais, il y en a plusieurs. Après, en fait, bon, en salle, ça va pas être trop dur à trouver. Après, du coup, j'ai plutôt essayé de trouver un truc en extérieur qui peut me Bah, faire chier, que en j'aime vrai, en vraiment salle, c'est pas. parlant aussi, hein. Et qui se retransfère aussi un petit peu en ouverture. J'aime vraiment pas tu sais, les vieux changements de main, là, tu vois. Ah ouais, les Un matchs peu de dégueux. changer de main sur une prise. Et c'est un peu la place, là, tu bidouilles, t'es Ouais, mal, surtout quand t'as les rebords un peu coupants, etc. Ça, j'aime vraiment pas. Mais pour la petite anecdote, une fois, il y avait un changement de main dans une compète, et vu que moi, j'en ouvre jamais parce que j'aime pas ça, et bien, j'ai failli. Enfin, ouais, je voulais pas changer de main, quoi. Et je pensais vraiment que les ouvreurs, ils n'avaient pas imposé ça parce que, genre, ça m'aurait jamais venu lundi d'imposer un changement de main en finale de compète. C'était les finales des championnats régionaux, là, en senior. Et du coup, j'ai essayé toutes les méthodes. Je voulais vraiment pas changer de main. Et il me restait genre 30 secondes. Si c'est le bloc, j'ai gagné, quoi. Et si je réussis pas, je pense que j'ai deux ou trois. Et du coup, au dernier moment, je me suis dit, putain, j'essaie de changer de main sur cette prise. Et genre, j'ai topé le bloc. C'est un peu la classique à une seconde à la ouais, fin. petite anecdote sympa. Et au final, ouais, ça rejoint un peu ce que Ouais. tu disais avant. Si tu varies pas les préhensions, les moves ou quoi, si t'as vraiment un point faible comme ça et que tu le travailles jamais, ça peut te poser des problèmes dans certaines situations. Donc, non, c'est parlant. Quand Bon. t'es ouvreur et que tu penses que t'adores l'ergonomie du mouvement et que t'aimes bien que ce soit agréable et tout. Ouais, mais c'est horrible. Même sur la moonboard, tous les trucs où faut matcher, où tu fais du piano et tout là, enfin, oh là là, quelle horreur. Surtout quand t'as les doigts un peu grands ou quoi, c'est très vite compliqué. C'est top. Est-ce que tu veux nous dire un peu un mot de la fin pour conclure qu'est-ce que tu retiens un peu globalement du podcast, le message principal que tu voulais faire passer, peut-être où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, ce genre de choses. Ouais, 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 carrément. Euh, Moi, le message là, que je veux vraiment faire passer et que, pareil, ça m'a pris du temps un petit peu à vraiment comprendre ça, ça va être d'avoir une vision long terme de la progression en escalade
et vraiment de préserver son corps. Et plus tu vieillis, plus tu le sens, quoi, de toute façon, que c'est hyper important. Même si on n'est pas encore trop vieux, hein, ça va, mais tu le sens quand Bientôt, même. bientôt, bientôt. Et souvent, on a tendance à vouloir aller trop vite dans l'entraînement, faire du trop spécifique, trop de la force, trop de choses. Et vaut mieux préserver son corps et y aller progressivement, faire les choses bien que vouloir sauter des étapes et vraiment se focus sur dire, plutôt, c'est de se dire dans 5 ans, qu'est-ce que j'ai envie de faire dans mon escalade, quoi. Et comment j'ai envie de me sentir dans mon corps, etc. Et après, sur les réseaux, donc moi, j'ai qu'un seul canal pour l'instant, c'est ma page Insta, Mouvement de Grimpeur. Voilà, vous pouvez m'envoyer des messages sur cette page-là si vous avez des questions, suivre un petit peu mon contenu. Là, j'essaie de poster assez régulièrement des contenus sur l'entraînement ou sur ma progression vers l'objectif de 9 à voir. Voilà. Ouais, c'est trop cool en vrai. Moi, je te le souhaite. Et puis, comme on disait, ça se voit que tu as les capacités et qu'après, il faut juste concrétiser ça, réussir à être en forme au bon moment, dans la voie qui te convient, Ouais, c'est etc. ça. Enfin, ça devient tellement précis au bout d'un moment qu'il faut vraiment aligner les planètes. Mais le jour où ça arrive, après, tu es tellement content. Mais bah écoute, c'est super. Moi, je vais Ah, faire juste une petite conclusion, sauf si tu voulais rajouter quelque chose. vas-y. Non, non, si, là, tu vois, moi, juste par rapport à ça, pour donner un petit peu un conseil aux gens aussi, rapidement, sans trop m'étaler, parce qu'on a déjà pas mal abordé le sujet, mais tu vois, en ce moment, de base, je voulais faire, tu vois, 9A avant 30 ans. C'est intéressant de prendre des conseils perso. Et là, ouais, du coup, c'est en février, donc c'est dans 3 mois, à l'heure où on enregistre ce podcast, quoi, plus ou moins. Et là, en fait, je me suis dit que vaut mieux prendre du recul, solidifier le corps, refaire un petit peu des bases et kiffer la grimpe plutôt que d'être pressé d'aller vers. C'est un peu ce que je rejoignais par rapport à la vision long terme, hein, plutôt que d'être pressé d'atteindre un objectif en délaissant un petit peu le plaisir, en ayant trop dans le spécifique, trop l'essentiel et en s'éloignant de son intégrité et de son plaisir, quoi. Du coup, voilà. Ouais, c'est ça, faut que ce soit un objectif qui te tienne à cœur et comme tu dis, même si c'est pas dans 3 mois, peut-être si c'est dans 6 mois, si tu l'atteins, tu auras, je pense, la même satisfaction et ça aura rien changé. Alors que si tu essayes absolument de le faire avant ces 3 mois, peut-être que tu vas te blesser en route et qu'après, du coup, ça va être compliqué pendant un an parce que tu seras en rééduque et tout. Donc, non, non, je te rejoins carrément là-dessus et j'en ai parlé là dans le dernier flash que j'ai pas encore publié, de faire le bilan. Mais c'est intéressant de faire un bilan de temps en temps et de se dire, ok, est-ce que j'ai progressé l'année qui vient de s'écouler ou ce genre de truc. Et même si c'est pas cette année que l'objectif concret il sort, bah t'as forcément progressé sur l'année qui s'est passée. Enfin, je pense du coup de tout ce qu'on s'est dit. Et, euh, et du coup, dans ces cas-là, en fait, c'est que tu es sur la bonne voie et que tu vas réussir à concrétiser ce truc-là un jour ou l'autre. Si, comme tu dis, tu restes motivé, tu fais du spécifique, etc., que ça reste ton objectif Et c'est ça, ouais. principal. Bah Exactement. Des fois, faut mieux savoir revenir un petit peu en arrière pour mieux rebondir que ouais, qu'être trop continuer pressé. dans le tunnel. Non mais c'est trop cool, du coup bah moi je vais faire la petite outro, mais en tout cas bah, j'espère que cet épisode il vous a plu en tant qu'auditeur. N'hésitez pas si vous avez des questions, ça se passe dans les commentaires, sur Instagram en message direct. Si jamais vous voulez qu'on fasse une partie 2 avec François ou un autre podcast dans le futur, n'hésitez pas à nous suggérer des thèmes, par exemple je sais pas, rentrer en détail sur la technique sur un podcast dédié, ça pourrait être hyper intéressant. Là on est resté plutôt on va dire en surface sur plein de sujets, parce que c'était un peu le premier podcast qu'on faisait ensemble, mais pourquoi pas en refaire dans le futur si ça vous dit aussi. Et en tout cas, voilà, il y a tous les liens qui sont dans la description. Comme d'hab, le petit pouce bleu, commentaire, s'abonner, partager, mettre un petit 5 étoiles sur Apple Podcast, Spotify, ça fait toujours plaisir. Moi, je vous dis à la prochaine pour un prochain podcast et ciao ciao François, peut-être à une prochaine. Yes, et ben merci beaucoup pour l'invitation. C'était un plaisir d'échanger avec toi. Et salut à tout le monde.